Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de rentrée de Distill News. Alors on en est à la Distill News 73, c'est le numéro donc de rentrée là, du 4 septembre exactement, qui s'appelle Boire plus pour gagner plus. Et voilà, on va reprendre tranquillement, mais de manière, ça va être assez dense, hein, puisqu'on ne sait pas parler depuis maintenant quoi, le mi-mai je crois. Voilà, il y a quelques numéros qui sont passés par là. Il y a eu la trêve un peu de juillet-août. Néanmoins, j'ai continué à publier sur la newsletter quotidienne. Et pour ce numéro de rentrée de la revue hebdomadaire, écoutez, j'ai essayé de tenter un petit best-of de toutes les actus de l'été. Il y en avait un paquet, hein, puisque j'ai dû passer en revue. Je crois que j'avais sélectionné quelque chose comme 1500 liens. Hein, je parle sur l'ensemble de l'été. Il y a eu quoi ? Il y a eu 40 éditions quotidiennes. Et voilà, si vous avez pris du repos pendant ce mois de juillet-août, écoutez, ça tombe bien, puisque là, vous allez pouvoir tout rattraper, vous mettre à jour pour débuter septembre comme il se doit. Et voilà. Alors, si vous lisez la newsletter sur le site, ça prend apparemment 22 minutes, mais ça risque d'être un peu plus long en audio. Enfin bref, on va voir ce que ça donne. Je vous propose d'attaquer tout de suite, puisque, comme je le disais, le programme est très dense. Et on va parler notamment d'un hard seltzer à l'eau de hot dog, l'eau de cuisson des hot dogs, des cocktails distillés, une IA qui génère l'étiquette d'un cognac, la carte des distilleries écossaises de whisky, une étude sur l'impact de la part des anges donc sur l'environnement, le top chef de la mixologie, une incitation à boire gouvernementale. Bref, il y a tout un tas de choses à parcourir et je vous propose qu'on attaque tout de suite, juste avec un petit rappel évidemment. Si vous n'êtes pas abonné à la version écrite, écoutez, je vous invite évidemment à le faire sur distillnews.fr. Comme ça, vous aurez accès évidemment à toutes les sources des news que je vais vous énumérer aujourd'hui. Et sur ce, on attaque avec des premières tendances, avec notamment l'IWSR qui a publié un petit papier sur le gin et dans lequel on voit que si la consommation de gin a atteint un certain plateau au UK et en Espagne, hein, qui est l'Espagne qui est son second principal marché, enfin, qu'est-ce que je raconte, qui est son principal marché en fait, tout simplement. Malgré ça, l'IWSR prévoit une croissance de la catégorie de plus 5% en moyenne sur la période 2021-2026, donc sur les 5 années à venir, enfin maintenant 4, et notamment via une croissance donc à 2 chiffres sur les marchés canadiens, japonais, sud-africains et indiens. Donc autant le UK et l'Espagne, ça a atteint un plateau, il y a plein d'autres marchés pour le gin pour se développer encore. Ensuite, du côté de la premiumisation face à la récession actuelle ou l'inflation, on a le CEO de Diageo qui s'appelle Ivan Menezes, pour qui cette tendance est certes quelque peu mise à mal par l'inflation, mais elle va malgré tout se poursuivre dans la mesure où, selon lui, les consommateurs ne devraient pas changer leurs habitudes d'achat. À savoir, et si on parle de Diageo, s'ils achètent de la vodka Ketel One, qui est la vodka un peu premium chez Diageo, ils ne vont pas pour autant la troquer pour de la Smirnoff, qui est moins chère, sous prétexte que c'est l'inflation. Ensuite, toujours côté tendance, on a les RTD, donc d'après Euromonitor International, qui, entre 2020 et 2021, ont vu leur volume de vente croître de plus 11,6% au niveau mondial, passant ainsi de 686 millions à 766 millions de caisses vendues. En pole position de ce marché, on a l'inévitable hard seltzer White Claw, qui est suivi donc qui compte 65 millions de caisses vendues en 2021. Et si on compare avec des marques qu'on connaît un peu mieux en France, notamment par exemple les canettes Jack Daniel's & Cola, ça représente l'air de rien 10 fois plus de White Claw que de Jack Daniel's & Cola. Ensuite, petit best-of des lancements produits ou des annonces de lancements produits. Et on démarre avec le whisky et The Macallan qui collaborent en fait avec le constructeur automobile Bentley Motors
pour un design original de son whisky Horizon, donc un nouveau whisky qui va sortir donc dans un flacon avec un design assez moderne. Et voilà. Donc on ne sait pas encore exactement tous les détails de cette édition limitée, mais en tout cas on peut apprécier une petite vidéo du prototype. Ensuite, on a la distillerie Tessandier qui a dévoilé un nouveau whisky, ça s'appelle Arlette et ça se décline en 3 versions, donc original, tourbé et Mizunara. Pour les amateurs de gimmicks, ensuite, il y a eu quelques news intéressantes cet été, par exemple Brush Creek Distillery qui a vieilli un whisky pendant 30 jours, enfin 80 fûts très précisément de whisky, durant 30 jours, dans un train qui a parcouru près de 2000 km à travers les États-Unis, je crois entre Chicago et merde, j'ai oublié. Mais voilà, ça s'appelle Railroad Rye, donc un whisky vieilli dans un train. Ensuite, le whisky ou le bourbon, plus précisément au marshmallow grillé, écoutez, c'est désormais une réalité grâce à la marque Hotel Tango. Et dans un style un peu différent, on a Whistle Pig qui continue un peu à innover, à faire des collaborations un peu amusantes, qui a sorti donc un rye whisky qui s'appelle le Smokestock Wood Fired Whisky et qui est réalisé en collaboration avec les grilles Traeger, dont les pellets ont servi tout simplement à fumer son eau de réduction. Donc un whisky à consommer évidemment au moment du barbecue. Du côté de Cognac, maintenant, on a le chanteur Usher et Rémi Martin qui poursuivent leur collaboration avec une nouvelle édition limitée qui s'appelle Usher X Rémi Martin 1738 Taste of Passion et dont le design a été réalisé via une intelligence artificielle. Donc je crois que c'est Usher qui a un peu décrit ce que lui faisait ressentir le cognac en question et une IA a interprété donc ses paroles pour créer l'étiquette correspondante. Côté normand maintenant, on a Christian Drouin qui lui lance en ce mois de septembre une nouvelle édition limitée dans sa gamme expérimentale. C'est un Caroni Angel cette fois-ci, à savoir un Calvados de 17 ans d'âge fini 8 mois en fût de Caroni. Et puisqu'on parle de rhum, écoutez, une news rhum dans la foulée avec après le Bacardi fini en fût de sherry, maintenant il faudra compter également sur un Bacardi Reserva Ocho Rye Cask Finish à 45% d'alcool, à savoir un rhum de 8 à 12 ans d'âge qui a été fini durant 2 mois en fût de whisky de seigle. Du côté du gin maintenant, on a Maison Ferroni qui a réalisé une collaboration avec Genièvre de Houle, distillerie Persine, pour une version nord de son gin juillet, à savoir donc un Genièvre de grain IGP. Et Beefeater, donc Pernod Ricard, lance pour sa part une nouvelle référence aromatisée, rhubarbe et cranberry. Dans la catégorie inclassable maintenant, on a encore Maison Ferroni qui a dévoilé également cet été une nouvelle curiosité, à savoir des cocktails distillés ou autrement dit des eaux de vie de cocktails, c'est-à-dire des cocktails qui ont été donc réalisés tels que les specs le précisent et qui ont ensuite été distillés dans un alambic pour en extraire donc la quintessence du cocktail, on va dire, donc des spiritueux qui ont été mixés en cocktail, puis remis dans un alambic pour en faire des spiritueux. Bref, ça s'appelle les cocktails distillés et vous avez donc une version d'une pina colada comme ça distillée, un Last Word ainsi qu'un Negroni. Ensuite, les RTD, donc les cocktails prêts à boire ou les boissons prêtes à boire tout simplement, pas forcément des cocktails. On a Vita Coco, donc l'eau de coco, et Captain Morgan qui s'associent pour lancer une nouvelle gamme de RTD en canette à base justement d'eau de coco et de rhum, c'est logique. Une brasserie texane ensuite, la Martin House Brewing Company, va elle produire un hard seltzer à base de récupération d'eau de cuisson de hot dog et d'après Food & Wine, le résultat a le goût exactement de ce que ça sonne, un hot dog alcoolisé en gros. Et ça se précise sinon du côté de la marque d'Energy Drinks Monster qui va sortir normalement au 4e trimestre sa première boisson alcoolisée. Donc ça sera sous la marque Beast Unleashed et ça devrait compter 6% d'alcool. À suivre. Et enfin, une fois n'est pas coutume, une petite news cidre, mais alors du cidre un peu particulier puisque c'est Tilo, donc une marque qui vient, me semble-t-il, du Pays Basque,
Voilà, je m'excuse si je fais erreur. En tout cas, c'est français, ça c'est certain. Et donc, ils ont sorti une cuvée expérimentale élaborée avec son cidre brut et du rhum de chez Damoiseau. Ouais, je corrige immédiatement. Thilo, c'est évidemment breton et pas basque. Bref, pour enchaîner, s'il vous en faut davantage, sachez que j'ai mis également sur le site, donc sur distillenews.fr, vous avez également un récap plus complet, plus exhaustif des news produits, des annonces et des lancements qui ont été annoncés donc cet été. Voilà, donc je vous invite vivement à checker ça sur distillenews.fr. Et vous aurez donc toutes les news que je viens de donner là, mais pas mal d'autres également. Mais voilà, il a fallu faire un choix pour que la newsletter fasse pas non plus 15 pages. On enchaîne donc maintenant avec les news business. Et côté acquisition, on a Campari qui a été pas mal actif cet été, et puisque 2 mois après Picon, le groupe s'est ajouté à son portefeuille la marque de vermouth et gin Del Professore. Et puisque ça ne suffisait sans doute pas, le groupe a également annoncé avoir acheté 15% de la marque Howler Head, à savoir donc celle-là même qui propose un banana bourbon et qui est partenaire officiel de l'UFC, la bagarre. Voilà, donc je crois qu'il y a Dana White, donc le président de l'UFC, qui est un des fondateurs de cette marque. Donc Campari a fait maintenant une acquisition, alors pas vraiment, enfin ils ont 15% pour le moment, mais ils ont l'intention à terme d'acquérir 100%. À suivre. En chiffres ensuite, le BNIC, donc Cognac, a communiqué sur les chiffres de la campagne Cognac entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022, et il y dénombre 222,1 millions de bouteilles expédiées sur la période, pour 3,8 milliards d'euros au départ de Cognac. Ensuite, on a la Fédération française des spiritueux, la FFS, qui a elle présenté cet été en conférence de presse les chiffres du secteur pour l'année 2021. Et écoutez, je ne vais pas tous vous les donner, mais juste 2 comme ça. On a près de 700 millions de litres produits en 2021 et des exportations qui ont progressé de 30,1% en valeur et plus 12,4% en volume pour 458 millions de litres. Et côté barrique, on a, selon la Fédération des tonneliers de France, cette fois-ci, les entreprises adhérentes de cette dernière, qui ont vendu 503 546 fûts, très exactement, pour un chiffre d'affaires de 391,3 millions d'euros. En bref, maintenant, Dugard reprend la distribution du scotch whisky Copper Dog. Le caviste spécialisé dans les spiritueux français Made in France, donc Émile et Marguerite, qui lance un programme de franchise. Pernod Ricard, de son côté, crée une nouvelle division business dédiée au whisky américain de son portefeuille, tels que Jefferson's, Rabbit Hole ou Smooth Ambler et TX. Et ça s'appelle The American Whiskey Collective. Et enfin, Ardbeg, qui a vendu un fût de whisky de 1975 pour la modique somme de 16 millions de pounds. Côté production maintenant et distillerie, on a Ninkasi qui a posé la première pierre de sa nouvelle unité de production à Tarare, dont la livraison est prévue pour avril 2023. La distillerie Cotswolds, donc en Écosse ou en Angleterre, je ne sais plus, prévoit de quadrupler sa production annuelle après avoir obtenu un financement de 3 millions de pounds, et elle passera ainsi de 125 000 à 500 000 litres par an. La distillerie écossaise The Glendronach, qui appartient à Brown-Forman, prévoit elle de doubler sa production, et elle va investir pour cela plus de 30 millions de pounds dans l'expansion de son site de Aberdeenshire dans les Highlands. The Islay Boyle ensuite va pouvoir bâtir la 12e distillerie de whisky d'Islay, ça s'appellera la Lagan Bay Distillery. Et après 4 années de rénovation et plusieurs millions investis, Diageo a réouvert le Visitor Center de sa distillerie Kaolila, toujours à Islay. Outre-Atlantique, sinon, on a Beam Suntory qui annonce investir 400 millions de dollars dans l'expansion de sa Booker No Distillery dans le Kentucky. Au niveau du développement durable maintenant, on apprend que l'Écosse a lancé une étude de 6 mois afin de mesurer l'impact de la part des anges, ouais, vous avez bien lu,
liées à la production du whisky, donc son impact sur l'environnement. À suivre, clairement. Tandis que Arbiki va bâtir une éolienne sur son site de production et ambitionne ainsi de devenir la première distillerie fonctionnant à l'hydrogène vert. Côté digital, ensuite, comme annoncé en avril, on a Rosé Cuervo qui a ouvert cet été sa méta-distillerie, donc dans le métavers Decentraland. Et voilà, il s'agissait d'une version interactive de sa distillerie La Joreña au Mexique. Même chose pour Patron, donc la marque de Bacardi Tequila, qui elle a ouvert toujours chez Decentraland un pop-up bar virtuel, voilà. Et ensuite Martell qui a publié un petit teaser vidéo pour annoncer son arrivée, pareil dans le métavers, mais dans celui de Sandbox cette fois-ci. Et pour revenir au réel, alors que la sécheresse impacte sa culture de la vigne depuis plusieurs années, il semblerait que la Californie explore la possibilité de faire pousser à échelle commerciale des agaves qui sont moins gourmandes en eau, donc sur ces terres. Donc peut-être faudra-t-il compter dans les années à venir sur ce qu'on pourrait appeler un Mescalifornia. Et d'ailleurs, en Californie, il y a quelque chose qui s'appelle le California Agave Council qui existe, qui vise à promouvoir justement l'agave en Californie et cet usage notamment. Côté cocktail maintenant, bientôt à la télévision, on a Netflix qui va lancer en octobre prochain, le 28 octobre plus précisément, une émission qui s'appelle The Ultimate Drink Master ou Drink Masters. J'avoue, je ne sais pas exactement le nom de l'émission, mais soit une version cocktail ou mixologie des émissions finalement de type Top Chef. Donc pareil, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Au niveau des bars maintenant, on a Rémi Savage et Paul Lougras qui vont exporter à Bordeaux le concept de leur bar londonien, un bar avec des formes pour nom, tout simplement. Petite curiosité, sinon toujours dans le monde du bar, il existe un bar à cocktail minimaliste à Melbourne, donc en Australie, dans lequel vous ne trouverez ni glaçons, ni shaker, ni même de verre à mélange, ou pas plus de garniture d'ailleurs, où en fait tout est pesé et servi directement dans des verres à vin, donc les mêmes verres pour tout. Et le petit nom de ce bar, c'est PAR, P-A-R. Niveau brand ambassadeur maintenant, on a appris que Nico de Soto, donc à qui on doit notamment Mace à New York ou Danico à Paris, qui devient ambassadeur pour la marque de cocktail RTD Thomas Ashbourne, donc une marque qu'on ne connaît pas en France, mais derrière les fondateurs, ce sont pas moins que Sarah Jessica Parker, donc de Sex and the City, ou encore l'acteur catcher John Cena et d'autres. On passe aux awards maintenant avec Tales of the Cocktail qui a dévoilé les vainqueurs de ses Spirited Awards 2022. Et parmi eux, on peut compter notamment le Little Red Door, donc à Paris, qui a remporté le prix de World Best Cocktail Menu. On a également le Harris New York Bar, toujours à Paris, qui obtient le Timeless International Award. Ou encore Rémi Savage, qui est nommé International Bartender of the Year. Toujours dans l'actualité bar, bon à savoir, on a selon CGA Nielsen IQ et son dernier rapport Consumer Impact, il semblerait que les consommateurs seraient plus susceptibles de commander des cocktails lorsque les menus indiquent des marques spécifiques de spiritueux en tant qu'ingrédients. Et pour clore cette rubrique cocktail, écoutez, au niveau des cocktails en musique, j'étais personnellement de retour au Hellfest cette année et je dois dire qu'au-delà de l'offre musicale, l'offre liquide mérite aussi qu'on s'y attarde un minimum. Bref, pour les curieux qui penseraient qu'on n'y boit que des bières tièdes, j'ai publié un petit point sur le site, donc distillnews.fr toujours, sur ce qu'on pouvait vraiment y apprécier durant ces 2 week-ends consécutifs de festivités et voilà, et c'était très sympa. En vrac maintenant, ça faisait un peu l'objet du titre de cette newsletter. C'est en fait au Japon ce que j'ai appelé une campagne d'anti-prévention. On a la National Tax Agency qui a lancé en fait un concours, une campagne nommée Sake Viva qui a fait pas mal de bruit. Ça a été repris dans tous les médias mainstream, dans les médias spécialisés aussi.
Et enfin, en effet, il y a de quoi, puisque sa finalité, c'est de promouvoir et relancer la consommation d'alcool chez les 20-39 ans. Et voilà. Et là où ça devient un petit peu cynique, c'est qu'en fait, la raison de tout ça, c'est évidemment de pouvoir prélever davantage de taxes pour essayer de combler un peu plus le déficit du pays. Et puisqu'on voyage, écoutez, j'ai publié également sur le site, j'ai repris en fait la carte de la Scotch Whisky Association, puisqu'elle a été mise à jour avec donc les distilleries de whisky écossaises, et il y en a pas moins de 139 désormais en 2022. Et vous avez tout le détail, un PDF que vous pouvez récupérer toujours sur le site. Toujours, si vous aimez les cartes, on a aussi le site Stories and Sips qui a également publié une carte, mais elle répertorie les 40 distilleries opérationnelles de whisky en Irlande. Donc voilà, pareil, là c'est intéressant. Donc là c'est une carte interactive sur laquelle vous pouvez zoomer et puis voilà. Donc on voit que l'Irlande aussi, ça bouge pas mal. Aux États-Unis maintenant, on a l'American Single Malt Whisky qui se précise, puisque le TTB, donc le Tax and Trade Bureau, qui a publié une proposition pour sa définition légale. Elle est assez proche de celle initiée par l'American Single Malt Whisky Commission, qui réunit près de 100 distilleries membres, à ceci près qu'elle autoriserait l'usage de colorants notamment. Mais dans tous les cas, une période de commentaires s'est ouverte entre les différentes parties afin d'ajuster tout ça et enfin aboutir, maintenant ça devient assez concret, à la naissance officielle de cette nouvelle catégorie. Donc pareil là, si vous voulez voir un peu plus en détail de quoi il retourne sur les règles qui seraient potentiellement mises en place, qui ont été avancées, vous retrouvez les sources évidemment dans la version écrite de la newsletter que je vous mets en commentaire de ce podcast. Parlons NFT maintenant. On a Jägermeister qui a dévoilé cet été des ambitions dans le Web3, le métavers, tout ça, et qui a lancé une collection de NFT en collaboration avec Ape. Voilà, donc j'avoue, ça me paraît toujours aussi inutile, mais à voir quels usages ils en feront à l'avenir. Beaucoup plus réel sinon, mais toujours en NFT, on a un Last Masterpiece 1970, à savoir un Karuizawa de 50 ans d'âge qui a été mis en vente sur la plateforme Blockbar au prix de départ de 75 000 $, soit 70 Ethers à l'époque. Et il me semble que c'est parti à peu près à 80 000 $. Donc là, pour rappel, Blockbar, donc c'est une plateforme qui en fait vend sous forme de NFT des vrais whisky. Le principe étant que vous achetez le NFT qui est comme un bon de propriété du whisky en question. Et ce bon, vous avez le choix, soit vous le conservez en l'état pour peut-être le revendre plus tard, faire une plus-value, ou alors vous pouvez l'échanger contre la bouteille physique. Voilà, mais l'avantage étant que vous achetez ce bon et c'est la plateforme Blockbar qui finalement se charge de tout l'aspect logistique qui concerne tout simplement le stockage, la sécurité de la bouteille. Et comme ça, si jamais il vous vient à l'esprit de la revendre un jour, en fait, vous n'avez pas à vous soucier de son stockage, de la casser ou quoi. Côté packaging maintenant, on a Cointreau qui a dévoilé un nouveau design pour sa bouteille. Et même topo chez Glenmorangie qui a lancé aussi un tout nouveau design pour les bouteilles de sa gamme principale. Donc là, pour le coup, le changement paraît un peu plus radical. Voilà, on est clairement sur quelque chose de moins tradi, beaucoup plus moderne et très coloré. On passe maintenant aux news à voir, à lire, à écouter, et notamment avec de la communication, des petits coups de com' sympas qui ont été faits cet été. Et on commence avec Citadel qui a produit une vidéo de présentation de son gin et de sa distillerie avec l'humoriste britannique Paul Taylor qui en fait joue le rôle dans ce petit clip, ni plus ni moins de la baie de genévrier qui sert à faire le gin Citadel. À défaut de lancer sa propre marque de hard seltzer, sinon on a Tito's Vodka qui ne manque pas d'humour non plus et qui lance à la place une canette vide réutilisable à remplir soi-même. Donc évidemment, de préférence avec de la vodka Tito's. Mais voilà, en gros, parti pris, on ne fait pas de hard seltzer, mais on vous file la canette pour pouvoir vous faire un hard seltzer
Tito's. Donc voilà, donc je crois que c'est quand même $20 pour une canette vide, mais évidemment elle est réutilisable, hein. Donc quelque chose d'assez fun. Toujours de manière un peu loufoque, on a sinon Captain Morgan qui a lancé une campagne qui s'appelle Spice On, et dans laquelle il est OK de tremper, de faire un float de glace dans son Captain & Cola, ou même, pourquoi pas, de tremper ses chicken wings dans un Spice dans un Captain Morgan & Cola. Bref, une sorte de venez comme vous êtes, mais à la sauce Captain Morgan. Plus éducatif ensuite, mais pas moins amusant, on a Cointreau qui a publié une vidéo dans laquelle Carole Quinton et Alfred Cointreau répondent en 333 secondes et non sans humour à la question fatidique: est-ce que Cointreau est un triple sec ? Donc là, franchement, voilà, c'est pas tous les jours qu'on a des contenus, du brand content français de qualité, donc je ne saurais trop vous conseiller d'y jeter un œil, hein, c'est franchement cool. Et voilà, donc bravo à Cointreau et à Citadel juste avant également. Et sur un aspect plus sérieux, on a Martel, donc Pernod Ricard, qui a produit une campagne de sensibilisation qui promeut l'abstinence pour les femmes enceintes et les mineurs évidemment, ainsi que la modération pour les conducteurs. Donc là pareil, vous pouvez retrouver évidemment les visuels sur le site. Et une fois n'est pas coutume, si Liquid Death n'est en rien un spiritueux, hein, puisque c'est de l'eau, rien de plus, c'est en tout cas un exemple parfait qu'il n'est pas nécessaire de se faire passer pour un spiritueux sans alcool pour transformer la perception d'un produit a priori pas du tout amusant en quelque chose de terriblement cool et désirable. Bref, il y a un spot que j'ai mis dans la newsletter, pareil, qui est très 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 amusant, et voilà, hein, dont plus de marques devraient s'inspirer, je pense. Du côté du spiritourisme, maintenant, on a Liquid Connection qui a teasé l'arrivée en début d'année prochaine sur YouTube de la saison 3 donc de Mixologist in the Soul. Et après Cognac et le gin, on aura donc 4 nouveaux épisodes qui partiront à la découverte cette fois de 4 maisons d'Armagnac. Parlons podcast maintenant, donc il y en a eu pas mal aussi cet été, mais voilà, j'en ai mis 3 que j'ai particulièrement retenus dans ma petite sélection, donc dans cette newsletter de rentrée. Le premier, c'est chez Bartender at Large, donc on a eu Simone Caporal et Luca Missaglia qui sont passés et qui ont évoqué leur vision du bar business, du cocktail et du lancement de The Art of Shaking, leur nouvelle plateforme de formation avancée pour les bartenders, Et voilà, donc un regard toujours aussi pertinent de ces barman. Dans un autre registre, on a Super Potion qui s'est pour sa part intéressé à comment Féfé, donc la marque de hard seltzer, alors peut-être faut plus dire hard seltzer, mais comment justement elle a piloté son architecture de marque. Et donc un épisode, une interview avec le cofondateur Louis Malfette. Et voilà, de quoi y voir plus clair entre la marque Féfé, le bar, le syndicat, hein, qui est aussi derrière cette marque, ou encore le domaine, la nouvelle entité Domaine Syndicat, et d'en apprendre davantage donc sur un peu sur la disparition justement de cette mention Hard Seltzer de ces canettes, ainsi que sur sa récente collaboration avec le rappeur SCH. Et enfin, on a le podcast Guerre de Business qui a consacré une série d'épisodes à la bataille entre Bacardi et Pernod Ricard. Donc pareil, là je crois il y a eu 6 épisodes, donc voilà, si vous intéressez à ces guerres de business, on a toute une série sur justement deux groupes concurrents dans le monde des spiritueux, hein, qui notamment se chamaillent sur la marque Havana Club. Donc voilà, donc un podcast à suivre également. Et pour les plus littéraires, on a le nouveau livre de Dave Broom qui s'appelle A Sense of Place, A Journey Around Scotland's Whisky, qui paraîtra le 29 septembre prochain. Et pour conclure maintenant, écoutez, il y a la partie agenda évidemment. Donc là pareil, il y a pas mal de choses à venir dans les prochaines semaines, hein, sur septembre et octobre en particulier. Donc là je vais vous épargner un peu d'énumérer tout ça, mais en tout cas sur le site j'ai publié un petit récapitulatif
dans lequel vous pouvez voir un peu tous ces événements qui vont défiler là, dans les semaines à venir. Et il y a de quoi faire, clairement. Et sur ce, écoutez, c'est fini pour ce nouvel épisode, cet épisode de rentrée, ce nouvel épisode après plus de 3 mois, 4 mois d'absence. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez tenu jusqu'au bout, écoutez, merci beaucoup. Comme toujours, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez la moindre question. Rendez-vous sur distillnews.fr pour pouvoir accéder évidemment à toutes les sources des actus que je viens de mentionner, ou pour vous abonner à la newsletter évidemment si ça n'est pas encore le cas. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à demain si vous êtes abonné à Distill News Daily, donc la version quotidienne de la newsletter, et sinon à dimanche prochain pour un nouveau récap hebdomadaire de tout ça. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!